Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, bonjour, ravi de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous, merci d'être là et de nous suivre en direct comme un lundi sur deux sur Radio Grand Lac de 13h à 14h. Alors aujourd'hui, nous aborderons dans l'émission un sujet qui fâche pour certains, qui fait peur à d'autres et pour d'autres encore qui inspire une certaine délivrance, une liberté. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Une mémoire à transmettre, un message porteur d'un nouveau regard sur les personnes âgées parfois, par des projets, des photos, des récits, des œuvres d'art même. Enfin, une volonté de mettre en lumière la beauté de celui qui reçoit en héritage par le temps qui passe la lumière. Alors raconter pour ne pas oublier, ça va être aussi le thème de l'émission et on aura aussi l'histoire du grand-père de Laura qui va finalement aussi faire mémoire de son grand-père qui est parti il y a quelque temps, Laura. Oui, tout à fait. Bonjour à tous d'abord. Et merci pour ton invitation, Anne. Oui, tout à fait. Il est parti en 2016, mais ça a été le point de départ, enfin plus ou moins le point de départ de ma nouvelle carrière professionnelle, puisqu'il m'a donné envie, vu que j'ai pas eu le temps avec lui, d'écrire les histoires de mémoire, parce que je suis persuadée que la mémoire des uns peut aider l'avenir des autres. Voilà. Bon, très bien. Alors, on verra ça un peu plus tard dans l'émission. Alors, pour vous présenter et présenter à nos auditeurs, Phothilde. Bonjour Phothilde. Toi, tu es photographe. Et tu t'es spécialisée en photos de personnes âgées où finalement, quelque part, tu vas révéler la beauté de la vieillesse à travers tes clichés. Oui, bonjour tout le monde. Donc Phothilde, et je suis photographe et j'ai à cœur de montrer qu'il y a autant de manières de vivre que de vieillir. C'est vraiment d'illustrer sous cette diversité des vieillesses. Donc la beauté, parfois ses difficultés, mais ne pas avoir un seul discours et un seul type d'image sur la vieillesse. Alors c'est pas courant, donc merci à toi de le faire parce que je trouve que c'est une belle approche en tout cas et c'est vrai je pense qu'on a tellement de choses et de progrès à faire par rapport à notre regard qu'on porte sur ces personnes âgées qui bien souvent est un peu triste et maussade. Oui, et puis je pense que c'est lié aussi au fait qu'on soit dans une société marquée par le capitalisme, la performance et une course au jeunisme. Et donc les personnes âgées, c'est vrai qu'à un moment on veut plus trop les voir et on les met plus trop en lumière. Et donc c'est vrai que c'est mon parti de dire en fait si ils ont plein de choses à nous transmettre, on a plein de choses à apprendre. Et la vie vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. Alors là on parlera donc de l'agisme. Pourquoi pas ? C'est ça, ok. Valérie de Groisse, bonjour Valérie. Bonjour à tous. Alors Valérie, tu as été dans l'émission de Jérôme Louveton il y a pas très longtemps. Pas très longtemps, donc, 10 jours je crois. Donc les auditeurs ont pu déjà te rencontrer à travers l'émission de Jérôme. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, en tout cas, on peut aussi rappeler qui tu es puisque tu es peintre, mais tu es peintre d'une aussi très jolie manière puisque à travers où je te laisse te présenter. C'est peut-être bien. Merci à tous, bonjour. L'idée de cette histoire que j'ai créée, c'est de raconter des histoires et d'en créer une œuvre d'art à partir de souvenirs. D'objets que vous allez mettre dans une valise et qui vont évoquer pour vous une partie de votre histoire, comme disait Phothilde, à un moment de la vie, comme la vieillesse, ou le papa de notre ami, voilà. Donc l'idée de mettre ces souvenirs dans une valise et que je transformerai en une œuvre d'art pour que les souvenirs ne s'effacent pas. Très bien. Caroline Caron, bonjour. Alors Caroline, tu es psychanalyste et tu vas être là pour nous éclairer de ton regard de psy sur ce thème quand même où je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a effectivement des choses à en dire. Et la première, je trouve que dans l'expression la vieillesse ou être vieux, c'est un coup près. C'est un statut. On dirait que ça identifie quelqu'un. Alors que être vieillissant, ça fait penser quand même encore à un mouvement.
Moi, j'aime bien le terme aussi. Moi, j'aime bien le vieux, les vieux. Je vois ça dépend où on est, mais par exemple en Nouvelle-Calédonie, quand on parle des vieux, on va parler des vieux, mais c'est la sagesse de la tribu, c'est la sagesse de la culture. De la culture. Et là, aujourd'hui, ici, si on parle de vieux, on a l'impression que c'est une insulte. Donc. Et d'ailleurs, regardez, quand on dit par exemple une vieille dame ou un petit vieux, déjà ça allège le mot vieux. Parce qu'il n'est plus identifié qu'à être vieux. Il est aussi une dame ou un petit papy. Et c'est, je trouve, un peu plus léger. Alors, je vais vous demander à tous de laisser libre cours, en fait, à votre esprit et de réagir. Je vais vous demander, comme ça, quels sont les mots, quand on dit la vieillesse, quels sont les mots qui ressortent? Qu'est-ce que ça vous évoque? Dans le mot vieillesse, il y a le mot vie. Il y a le mot vie. C'est très beau ça, Mathilde. Moi, j'adore la notion de souvenir. Quand je vois quelqu'un qui est âgé, je vois plein d'histoires, plein de souvenirs qu'il doit me raconter. Laura? Alors moi, il y a deux choses. D'abord, effectivement, les souvenirs aussi, mais aussi la liberté. Parce que quand on en avance en âge, on s'en fout. Et ça, je trouve ça génial. On est libre, en fait. On fait ce qu'on veut. Le regard des autres, on s'en fout. On est délivré. J'espère que je serai vieille comme ça. Et je pense aussi, moi, à Tati Daniel, qui finalement, quand tu dis aussi elle s'en fout, il y a aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire, on s'encombre moins aussi avec le côté, si quelqu'un n'a pas envie d'être sympa, on n'est pas sympa, quoi. On est aussi délivré de ce côté-là. Plus naturel, peut-être, oui. Plus à l'essentiel. Plus à l'essentiel. Oui, moi, ce que ça m'évoque, c'est progressif. C'est-à-dire que on ne devient pas vieux d'un coup. La société vous dit, c'est à la retraite, par exemple, ça y est, boum, on est considéré comme senior, ou alors à partir d'un chiffre. Ça, c'est un gros mot aussi, senior. Ou à partir d'un chiffre. À 60 ans, ça y est. C'est un peu la société des chiffres. Ça aussi, c'est une question. À quel âge on est vieux? Mais c'est ça. À quel âge on est vieux? Il y a une expression qui est. Il était déjà vieux à 20 ans. Ouais. Mais tout à fait. Se donne, ouais. Et ça illustre bien le caractère relatif de la vieillesse. On est tous le vieux de quelqu'un, toute la jeune de quelqu'un. Et c'est ça qui est assez passionnant. Non, moi je suis pas la vieille, je suis la vieille de personne. Alors, moi, si je peux me permettre, j'aimerais bien. Je m'en fous, je lui casse la gueule. Vous vous souvenez de Poupette? C'est la grand-mère de Vic dans La Boum. Oui, Poupette. Moi, voilà, c'est cette vieille-là que je veux être, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou voir Mamie Yetta, la grand-mère de Fran Fine dans Une nounou d'enfer. C'est-à-dire, comme de toute façon, je suis déjà pailletée, je pense que je serai pailletée jusqu'au bout. Et moi, j'ai envie d'être amoureuse à 90 ans, quoi. Voilà, c'est ça la vie. De marier à 80 ans, si je veux. Et Poupette, pour moi, cette mamie là de Vic, c'est tout à fait comme ça que j'envisage, en tout cas à titre personnel, j'espère que j'aurai le temps de le faire, que j'envisage la vieillesse. Alors pour introduire ce sujet, en fait, on va écouter Zaz, Si je perds, entre guillemets, sous-entendu, la mémoire. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous retrouver. Nous, on est très heureux, en tout cas, d'être là autour de la table pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur, la vieillesse. Parce que vieillir, c'est pas uniquement avoir des rides tristes et des yeux tombants. C'est pas uniquement ça, hein, Clotilde? Clotilde, pardon. Oui, tout à fait. Comme disait Zaz, en fait, la vieillesse souvent est caractérisée par le champ sémantique de la perte, du déficit, du manque. Et en fait, il faut réussir à retourner le regard à la situation en disant, mais en fait, qu'est-ce que je gagne aussi en avançant dans l'âge et en ayant toute cette chance. Si on devient vieux, c'est parce qu'on a la chance de pas être mort plus jeune, hein. Donc, ne pas oublier ça. Et c'est aussi un gain d'expérience, de se connaître mieux soi-même. Et pas que de la perte, pas que des médicaments, pas que de la pathologie, quoi. Alors, toi, en fait, tu travailles aussi en EHPAD. Quel est ton rôle, en fait? Quel est ton travail, plus exactement? Alors, je propose des projets artistiques en EHPAD, en maison de retraite. Que tu fais avec eux, que tu construis avec eux? Oui, alors il y a différentes configurations. Soit c'est des projets vraiment qui visent à mettre en valeur les résidents, les personnes âgées. Et moi, mon but, c'est qu'avant qu'on voit l'âge, on voit les personnes.
vraiment se concentrer sur leur identité. Donc par exemple, j'ai fait un projet qui s'appelle La mode à travers les âges et où j'ai travaillé la permanence de l'identité. Qu'est-ce qui fait que Mathilde restera Mathilde à 20 ans, à 40, à 80, même en EHPAD et qu'importe le lieu de vie. Ça peut être une coiffure, ça peut être un bijou, une façon de se vêtir, pardon. Et je fais aussi des... Et pas de se travestir, puisque ça n'a rien à voir. Enfin si, peut-être. Et après, je fais aussi des projets qui mêlent les familles, les résidents et les soignants, ou pour créer un peu une bulle d'air dans un quotidien souvent pas facile. Alors comment, comme tu es quand même au cœur des EHPAD, et puis aussi vous aussi autour de la table, et puis vous qui nous écoutez, vous avez aussi autour de vous, on a tous en fait autour de nous nos anciens, nos vieux qu'on aime ou qu'on aime moins, qu'on visite ou qu'on visite pas. Comment est-ce qu'on peut généraliser sur un état aussi un peu maussade en disant finalement oui quand même à cet âge c'est quand même une épreuve, c'est quand même difficile, la vieillesse est quand même difficile, ou alors il y a des caractères différents. Alors je te demande à toi Fauthild, Caroline aussi, on verra dans un deuxième temps ton avis par rapport à ça. Qu'est-ce que toi qui vis avec ces gens-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, j'essaie vraiment de pas tomber dans un angélisme et de dire la vieillesse c'est super, c'est bisounours, c'est super. Je ne veux pas nier le vieillissement biologique, les nouveaux problèmes de santé qui peuvent arriver. Donc c'est vraiment dans l'être là, dans l'écoute. Mais je nuance aussi en disant mais en fait à tout âge de la vie, il y a des périodes pas faciles quoi. À 20 ans, c'est Bien pas sûr. facile d'être jeune, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. À 30 ans, je deviens maman, putain, c'est compliqué. À 40, oh là là, mais j'en Ça peux fait plus. même dire des gros mots. Ça fait même dire des gros mots. Vous voyez, ça dépend tous les âges, quoi. Donc, spontané. voilà, chaque âge a ses personnes âgées disent difficultés des quoi. gros mots. Voilà. Les personnes âgées disent des gros mots, c'est sûr. Caroline, ton Effectivement, regard de pour, psy ou pour, ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, on a idée que la vieillesse, c'est un peu comme l'adolescence, c'est une mutation. Au moment de l'adolescence, on sait pas trop quoi faire, on veut se dégager de l'autorité parentale, mais quand même c'est ce qu'on connaît. Donc c'est vraiment un passage. Il y a des crises Avec de toutes vieux, sortes- il y a des crises de... Avec toutes sortes de rituels au niveau de l'adolescente, des rituels de passage. Pourquoi tu rigoles, Laura? De vieux. C'est pas mal, hein, en plus, Mais absolument, mais ça veut dire aussi que quand on arrive dans un état de vieillesse, les choses ne font plus sens de la même façon. C'est-à-dire que on n'a plus son métier, on n'a plus les enfants, et ça peut faire sens. Et donc, il faut juste arriver à identifier ce dont on a envie. Vraiment, de faire quoi de cette liberté. Et c'est au-delà du fait de s'occuper. C'est vraiment identifier ce qu'on désire. Et après de mettre en acte. Mais c'est vraiment une mutation où j'ai du temps libre, ça effraie. Non, on peut aller chercher vraiment ce qui nous anime. Voilà. Vous voulez réagir sur ce que dit Caroline? Moi, sur le caractère de la vieillesse et de l'avancée en âge et dans la vie, c'est aussi se confronter de plus en plus à la mort et de perdre peut-être son conjoint et ses amis. Et donc, c'est d'avancer de plus en plus seul aussi. Et pour moi, c'est ça qui peut aussi définir vraiment le caractère de la vieillesse, quoi. Alors, il y a un mot très à la mode en ce moment, on parle beaucoup de résilience. Alors, est-ce que effectivement, c'est un moment plus qu'à d'autres, en fait, important d'être dans cet état d'esprit de se dire on peut transformer, je peux transformer aussi mon regard sur les choses, ma manière de prendre les événements qui arrivent. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que les personnes âgées sont aidées à faire ça? Parce que finalement nous en fait on est dans une ère où on travaille beaucoup sur soi, on est beaucoup dans le développement personnel. Finalement je vois nos grands-parents. C'est une génération finalement où on se disait pas je t'aime, c'était le gros mot. On travaillait absolument pas sur soi, on vivait et puis quand ça allait pas, il fallait se taire quoi. On était quand même plus là-dedans quoi. Donc est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on fait pour eux, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des personnes qui vont les aider à aller dans cette démarche-là? Non, pour moi, elles sont pas accompagnées. Et puis même, par exemple, le deuil des personnes âgées, pour moi, c'est quelque chose qui est nié. Parce qu'en fait, t'es vieux, c'est normal de mourir. Donc, c'est normal que tes copains meurent. En fait, ça reste quand même mon ami de toujours qui décède. Et donc, au contraire, il faudrait plus d'accompagnement et de soutien.
Alors là, j'aimerais vous... Ah, pardon, vas-y Non, Valérie. je voulais juste rebondir sur ce que tu dis, Faut-il. C'est quand j'ai créé cette histoire, je me suis interrogée sur cette volonté de traduire des souvenirs, et je trouve que pour les personnes âgées, c'est vraiment la question de la transmission. Comment on peut, dans des périodes de vie comme ça, un peu, comme tu disais aussi, un peu charnière, Caroline, merci, des périodes charnières un peu comme ça où on se remet un peu aussi en question, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie. C'était justement un peu d'angélique, justement, de trouver des périodes les plus heureuses possibles pour transmettre, parce qu'en fait, on fait du bien-être quand on transmet les choses, et pour nos générations futures, de transmettre des souvenirs sous la forme d'une œuvre d'art pour moi, mais ça peut être sous la forme d'un livre ou de la danse ou que sais-je, mais transmettre cette volonté de partager, d'aller au-delà de la vieillesse. Donc c'est demain, après, qu'est-ce qui va se passer? Oui, le traduire dans une œuvre, pour moi, c'est vraiment le cœur qui parle, et ça met en valeur toutes sortes de périodes, dont la vieillesse. Et la narration via le récit. Alors on verra aussi avec Laura qui écrit en fait. C'est ça, tu t'es donné, Laura, pour mission en fait de raconter la vie des gens aussi, effectivement dans cet objectif-là de transmission. Ça m'a sauté au visage en fait à un moment donné où j'ai commencé à être attirée par des livres, je sais pas pourquoi, des récits de beaucoup de personnes âgées, c'est arrivé de plus en plus par exemple la grand-mère de Jade de Frédéric de Gelt, où finalement elle emmène sa grand-mère vivre avec elle au lieu d'aller en EHPAD, et on lit cette histoire, elle est incroyable, la cohabitation entre la petite fille et la grand-mère. J'ai commencé à lire des trucs comme ça, et pour réaliser aussi que j'avais perdu un peu de temps faute parce que je travaillais beaucoup et que je faisais toute autre chose, et j'ai perdu du temps dans la mémoire de mon grand-père. Je raconterai après, je vais pas spoiler, mais enfin quand même il y a cette histoire de transmission que je n'ai pas eu le temps de recueillir, et ces souvenirs se sont effacés petit à petit. Du coup, il parlait plus trop français, parce que déjà, je suis d'origine italienne, calabraise pour être précise, et on a quand même tout un héritage aussi de migration. Enfin, c'est une histoire de fou en fait, quand même, je trouve. Et tout ça n'a pas été raconté finalement. Mes cousins, mes cousines, et du coup leurs enfants ne sont pas au courant de cette histoire. Et j'ai trouvé ça tellement dommage. Donc je me suis dit, vas-y, lance un truc. Et j'ai créé du coup une activité en coopérative qui s'appelle Campi di Storie, donc qui veut dire champ d'histoire. Campi à cause de mon nom de famille, Campisano, on aura compris. Mais et donc du coup j'ai pris un olivier comme arbre, on va dire totem. C'est vraiment les racines et tout ça, enfin pour grandir, les oliviers qui ont 4000 ans quoi. Enfin voilà. Alors moi je suis obligée de citer Christian Bobin en ce moment, quand même, pour lui rendre hommage. Comment pas le faire? Et lui qui disait que les livres en fait sont des âmes. Et je trouve que c'est très très beau. Alors dans la citation exacte, en fait, ce qu'il a dit exactement dans Un bruit de balançoire, c'est les livres sont des âmes, les librairies des points d'eau dans le désert du monde. Mais pour revenir les livres sont des âmes, ça dit bien aussi quand même toute cette mémoire chargée quand même de cœur, d'amour, puisque finalement l'âme, qu'est-ce que c'est si ce n'est que un cœur en puissance. Complètement. Et avec des racines, avec des branches. Donc du coup, pour continuer à avancer et donc pour l'alimenter, pour qu'il continue à vivre cet arbre. Et donc ce cœur, cet amour-là, en fait, faut le nourrir de souvenirs. En fait, on ne meurt vraiment que une fois qu'on parle plus de nous, quoi. Donc à force de parler des souvenirs et des choses, etc., et des gens et des souvenirs qu'on a créés ensemble, etc. Je pense que finalement, on est vivant tout le temps. Moi, alors c'est assez intéressant parce que toutes les trois finalement en fait vous donnez cette mission de mémoire, de transmission, donc à travers les photos pour toi Faut-il, à travers les peintures, les œuvres d'art pour toi Valérie, et toi Laura les livres, des récits. Mais qu'est-ce qui finalement est-ce que vous le faites toutes de la même manière, c'est-à-dire avec cette même volonté de transmission? Comment ça se passe pour vous? C'est-à-dire, Faut-il, par exemple, toi, quand tu prends en photo, comment ça a commencé? Quelle est la genèse de ton activité finalement? Est-ce que tu t'es dit au départ, tiens, j'ai envie quand même de rendre hommage et de montrer qu'un vieux, c'est pas triste, ça peut être très beau et très lumineux. Est-ce qu'il y a une démarche comme ça ou pas du tout? L'idée est venue en feuilletant des albums photos de famille. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait très peu de personnes âgées dans ces albums de famille et que des photos de mon arrière-grand-père, j'en ai,
mais j'en ai quand il était enfant ou à son mariage. Et en fait, moi, je l'ai jamais connu jeune, donc je le reconnais pas sur ces photos-là. Et donc, si moi j'ai des enfants, et ben demain j'ai envie de leur transmettre une belle photo de leur arrière-grand-mère, telle que moi je l'aurais connue âgée à ses 80 ans. Donc c'est ce manque-là qui m'a donné cette idée. D'accord. Est-ce que c'est un manque que tu as vécu ? Est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que c'est par rapport aussi à une histoire personnelle ? Si c'est pas trop personnel de demander ça comme question. Non, bien sûr, c'est en feuilletant un des albums de famille, et puis c'est en alliant ça à une réflexion plus générale sur la société et le fait que on voit que la même type de personnes âgées et que le discours est trop uniforme et pour moi ne reflète pas la réalité et c'est injuste, quoi. Laura, Valérie, vous voulez réagir par rapport à votre mission ou par rapport à votre, en tout cas, ce que vous faites, c'est-à-dire le sens justement de ce que vous faites. On parlait de sens tout à l'heure, Valérie. Oui, c'est ça. Moi, c'était plutôt de retrouver du sens, et dans retrouver du sens, pour moi, c'était retisser du lien social entre nous, y compris toute génération, c'est-à-dire se reparler. On se dit tout le temps qu'on est dans une société individualiste, chacun pour soi, et ça commence par soi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour que ça change ? Et donc, c'est le petit colibri que j'aime bien citer de Pierre Rabhi, repris par plein d'autres. Et c'est à notre petite échelle qu'on peut faire un peu changer les choses. Donc, retisser du lien, c'était ça pour moi. Et recycler en deuxième partie les souvenirs. Comment on peut se servir des objets, des photos, des écrits, des nounours que j'ai amenés dans ma petite valise. Et le liant, pour moi, c'était l'art qui est ma passion. Voilà. Laura ? Moi, en fait, c'est vraiment la mémoire, parce que je pense que derrière chaque personne ordinaire, il y a une histoire extraordinaire, parce qu'on a l'impression que la vie, c'est cool, tranquillou, mais en fait, il y a toujours des choses de fou derrière chacune de nous, autour de cette table, et derrière chaque personne qu'on rencontre. L'histoire de mon grand-père, quand on le voit, on se dit, tiens, c'est un gars, et en fait, non, c'est un gars qui a construit, qui est venu, qui a emporté avec lui, etc. Et donc, du coup, forcément... Alors, je te coupe, Laura, parce qu'on va tout de suite après, j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire de ton grand-père. Mais c'était juste pour dire que c'était ça le point de départ, c'est que la mémoire des gens autour de moi, de toutes sortes de personnes, ne s'efface pas. Donc du coup recueillir leurs paroles avant qu'elles ne s'effacent. C'est ça la démarche. D'accord. Caroline, je voulais t'entendre par rapport à ce sujet-là. Oui, alors je pourrais peut-être faire 2 remarques. Faut-il parler de la perte et du deuil, c'est-à-dire des personnes âgées qui perdent un copain ou donc en fait non seulement ils sont pas suivis, ils sont pas soutenus dans ce deuil, parce qu'en fait il faut considérer que non seulement on perd ce que l'autre a été pour nous, mais on perd aussi ce qu'on a été pour lui. Donc c'est double peine. Et donc là, il y aurait vraiment besoin que ces personnes-là puissent y mettre du discours pour continuer, comme tu le disais Laura, continuer à travers le discours, ça fait rester les gens vivants. Regardez par exemple, on parle même des enfants avant même qu'ils soient conçus. Les parents projettent d'avoir un enfant, et on parle déjà de lui, alors qu'il est même pas encore là. Et pour les personnes décédées, c'est un peu la même chose. C'est tant qu'on y met du discours, on met quelque chose à la place du rien, à la place du trou. Ouais, d'ailleurs, j'ai par rapport à ce que tu dis, Caroline, moi j'ai plusieurs témoignages de personnes qui ont perdu des êtres chers et qui m'ont dit, en fait, moi j'ai perdu mon papa 2 fois. Donc là, c'est une personne qui avait perdu son papa, qui m'a dit, moi je l'ai perdu physiquement quand il est parti, et puis je l'ai perdu une 2e fois quand plus personne ne parlait de lui. C'est-à-dire que les gens, ils voulaient pas, en fait, ils étaient un peu gênés, ils s'est dit, oh là là, ils se disaient, c'était peut-être un sujet trop sensible, mais donc du coup, le fait de ne pas parler, de ne plus en parler, l'avait fait mourir une 2e fois. Absolument. Il me semble que justement, les 3 personnes qui sont autour, là, elles mettent quelque chose à la place de ce vide à venir, puisque les personnes âgées, elles vont vers la mort. Et donc, on y met une œuvre d'art, on y met une image, on y met un discours, on y met un objet. Mais il faut y mettre quelque chose, parce que le trou, c'est insupportable. Alors Laura, est-ce que j'aimerais bien maintenant qu'on s'intéresse quand même à l'histoire quand même de ton grand-père, parce que ce grand-père qui t'a construit, ce grand-père qui vit en toi à travers des traits de caractère, à travers
beaucoup de choses. Et finalement, on peut même dire qu'il participe aujourd'hui à ce que tu veux faire, à ce que tu poursuis même dans ta vie professionnelle. Ouais, complètement. En fait, c'est l'histoire des Italiens, des Calabrais qui sont arrivés en France. Moi, secret pour personne, je viens du Nord. Puisque puisque mes grands-parents, en fait mon grand-père d'abord, est arrivé avec les trains mis à disposition par un accord entre l'Italie et la France depuis la Calabre dans le nord de la France, puisqu'il fallait reconstruire post Seconde Guerre mondiale la France donc avec du charbon. Et donc amener de la chaleur grâce au charbon. Donc du coup ils sont allés chercher de la main d'œuvre à l'étranger, notamment en Italie. Et donc c'est comme ça que mon grand-père, 20 ans, Francesco Antonio Campisano, c'est comme ça qu'il s'appelait. J'adore l'accent. Redis-le s'il te plaît. Francesco Antonio Campisano. Oh là, c'est beau. Et voilà. Et en fait mon grand-père, il parle pas français. Donc faut quand même s'imaginer, on est dans les années 50, il ne parle pas français. Et il quitte sa jeune épouse, ma grand-mère, qui a 19 ans. Il la quitte et il a 21 ans, mon grand-père, quand il part. Et en fait, il part en France dans le train. La première fois, il se fait recaler, un peu comme l'histoire de Jack Dawson dans le Titanic. La première fois, il se fait recaler, et la deuxième fois, il réussit quand même à monter dans le train. Alors, comment ça se passe? Parce qu'en fait, c'est quand même important de le dire, c'est qu'il regarde en fait tes capacités physiques. Il regarde si t'es capable en fait, si t'as des bras suffisamment musclés, si tes dents sont en bonne santé. Moi, je vois du coup, je suis dans Leonardo DiCaprio. Ouais, c'est ça. Alors, il lui ressemblait pas, mais il est vrai que mon grand-père, à l'époque, il envoyait du bois. Il était vraiment très beau. Donc, il part et il arrive. On lui dit voilà, grosse campagne quand même. Venez en France. Dans le nord de la France, on vous donne le logement, on vous donne le travail, et c'est génial. Ok, donc la Calabre, je ne sais pas si vous connaissez, mais la Calabre, c'est les oliviers, la chaleur, la mer, c'est beau. Le nord de la France, comment dire? Le nord de la France, le bassin minier du nord de la France, pour qui j'ai une énorme tendresse, ça reste quand même un endroit assez frais, on va dire, pour être poli, humide et gris. C'est pas c'est pas le sud. Et donc il arrive dans le nord et en fait hébergé, oui, dans des camps, dans des anciens camps de prisonniers allemands, donc dans des baraquements. Et du coup à même le sol, c'est pas palace quoi. Donc, voilà. C'est pas les oliviers. Pas du tout. Et donc du coup il quitte effectivement une forme de pauvreté dans le sud. Si beaucoup de ses compatriotes quittent la Calabre, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Donc on crève le faim. Donc il vient dans le nord de la France, il tente sa chance. Et moi c'est ça que je retiens de lui. Il tente sa chance. Parce que j'ai fait ça moi en 2018. T'as tenté ta chance. J'ai tenté ma chance en Haute-Savoie et maintenant en Savoie, et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui ici devant vous et autour de vous et avec vous. Donc il y a quelque chose quand même de l'ordre de la transmission là-dedans. La prise de risque. Exactement, parce que finalement, je me dis, si lui, il a osé à son âge dans des conditions très compliquées, moi, j'ai quoi à perdre en fait? Rien, parce que moi, j'ai même pas un mari qui m'attend quelque part et je le quitte quoi. Donc ça c'est le départ. C'est un peu savoir d'où l'on vient pour savoir où on va quoi. Exactement. Et en fait, il s'est construit avec. Alors mon grand-père là-dessus, il avait ce que j'ai en commun avec lui particulièrement, c'est la bonne humeur et la jovialité. Parce qu'il était tout le temps en train de déconner. Je confirme, je valide. Il était tout le temps en train de rire et en fait, il était donc mineur de fond, il était boiseur puisque son métier d'origine et c'est cordonnier, rien à voir avec le schmilblick, et il se retrouve boiseur. Donc c'est celui qui fait les poutres qui maintiennent le charbon dans les galeries en fait au fond de la mine. Et donc du coup c'est quelqu'un qui du coup se retrouve à travailler de manière très physique. Je dis pas que cordonnier n'est pas physique, mais enfin quand même il y a une différence. Et il se retrouve dans ces mines de charbon à travailler mais vraiment comme un forcené et à envoyer sa paye tous les 15 jours en Italie pour ma grand-mère. Et en fait pendant ce temps ce petit filou, il danse, il chante, il va au bal, il sort avec des nanas, il se retrouve en garde à vue, il se bat, enfin voilà. C'est quand même l'histoire de ces hommes-là, quoi. Enfin voilà, on est dans une véritable on se croirait dans épopée. Un Martin Scorsese. Mais exactement ce que j'allais dire. J'ai regardé une interview ce matin de Robert De Niro. C'est plus ou moins cette histoire-là. Non mais là tu fantasmes, Laura. Excuse-moi, je crois que tu fantasmes. Non, c'est quelqu'un qui va faire pas mal de conneries quand même. Il faut le dire, il faut l'avouer, mais qui en même temps est sacrément courageux. Parce que je rappelle que s'il se bat, c'est parce qu'il sait pas parler aussi. Il peut pas discuter avec les gens. Donc il apprend parce qu'il parle pas, il a pas la langue. Il apprend le ch'ti.
Pour ceux qui connaissent le ch'ti, c'est une langue à part. Donc on est calabré, on parle ch'ti, ça fait une langue incroyable. Mais non, ça va pas du tout, ça va. Et bah c'est n'importe quoi du coup. Il n'y a pas grand monde qui comprenait ce qu'il disait. Et petit à petit, il comprend. Il se mélange avec des gens de toute nationalité qui sont comme lui. Migrants en fait. C'est l'histoire des migrants, j'allais le dire. Ça renvoie à toutes les histoires aujourd'hui. Il y avait un beau film hier aussi sur Arte, c'est ça. The Immigrant, où justement, quel est derrière un migrant qui échoue sur une plage, il y a vraiment une histoire et des prises de risques, comme tu disais, des folies, des je veux sauver ma peau, quoi. Exactement. Et c'est aussi très beau, c'est-à-dire finalement ces mouvements migratoires en fait apportent une histoire, c'est-à-dire ces gens qui viennent aussi apportent leur histoire, apportent leur âme. Enfin, c'est. Et ils ont même reconstruit. Donc après, ma grand-mère est revenue le regroupement familial. Ma grand-mère est arrivée quelques temps après, 2 ou 3 ans après, avec 2 enfants, parce que mon grand-père était remonté. Il en avait fait un. Donc quand il est parti, il le savait pas encore. Quand il est revenu, il a fait le 2e et il est reparti. Et là, ma grand-mère est arrivée en France, donc avec mon père né en Calabre et mon oncle qui sont nés tous les deux en 52 et 54. Ok, alors je te coupe, on va faire une pause avec ton héritage de Benjamin Biolay que tu d'ailleurs as choisi, tu nous diras pourquoi. Ouais. On l'écoute. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage et ça sera pire encore quand tu auras mon âge. C'est ce que chante Benjamin Biolay. Je vais pas continuer. C'est le choix aussi de Laura Campasino, qui est journaliste au Petit Reporter, mais qui a aussi plein d'autres activités, qui écrit des histoires, qui écrit le récit des gens, qui veut mettre en mémoire en fait la vie de toutes ces personnes, de toutes ces âmes, et qui nous racontait aussi en fait la genèse de son activité, qui est aussi quelque part l'amour de son grand-père. Ouais. Ce grand-père qui a finalement construit et qui a participé à ce que tu es aujourd'hui. Complètement. Alors mes 2 grands-pères sont pour la justice. Mes 2 grands-pères sont italiens et mes 2 grands-pères sont étaient mineurs de fond, tous les 2. Mais celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est celui avec lequel j'ai grandi, c'est le père de mon père. Donc ce fameux Francesco Antonio, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur lui, mais au-delà du fait qu'il m'ait appris à jouer aux cartes et à siffler, c'est super utile. Ce que ma grand-mère détestait. C'est hyper important. Tu sais pourquoi c'est hyper important ? Parce que heureusement qu'il m'a appris à jouer aux cartes, parce que sur la fin de sa vie, il était à l'EHPAD. Et en fait, la seule chose qu'il maintenait plus ou moins alerte, c'était justement ses parties de cartes. Et il gagnait à chaque fois, ce que je trouvais absolument injuste pour quelqu'un qui était en santé déclinante. Et je lui disais quand même, on parlait calabré, on jouait aux cartes, et ça le maintenait encore en forme. Il était encore très vivace, etc., jusqu'à ce que ça décline. Mais ces cartes-là, ce qui m'a appris quand j'avais 8 ans, en fait, on l'a fait jusqu'à la dernière minute, quoi, en gros. Et c'est ça qui nous reliait. Il était très fier et disait toujours, je veux pas me vanter, mais ma petite fille Laura, elle parle calabré. Je veux pas me vanter, mais ma petite fille Laura, elle est comme moi, etc., etc. Et je veux pas me vanter, mais ma petite fille Laura, elle joue très bien aux cartes comme moi. Exactement. Et de l'harmonica. Et donc, en fait, lui, ce qu'il m'a aussi transmis, c'est quelque chose que moi j'essaie de transformer aussi. C'est quelque part l'orgueil. Alors l'orgueil, pourquoi ? La fierté. Voilà. La fierté et l'orgueil, c'est important. Lui, il avait l'orgueil de se dire, si ça marche pas, je retournerai jamais en Italie. Je retournerai jamais en Calabre parce qu'il faut montrer que j'ai réussi. Et là-bas, il était le français, alors qu'ici, il était le rital. Et ça, c'est quand même un truc de fou, parce que tu sais plus où t'es, quoi. Tu sais plus à qui t'appartiens, donc tu fais ce que tu peux. Mon grand-père, il n'est plus retourné chez lui. Il avait une serre, il avait recréé la Calabre, en fait, chez lui. Alors, par rapport à cet héritage, je suis obligée de te couper, parce qu'on a tellement de choses à dire dans une heure. C'est qu'il a réussi à nous montrer tellement de choses qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas été capable finalement de garder en nous, mais être capable d'avoir un jardin, être capable d'avoir une maison, de s'autosuffire, être capable d'être inventif, créatif et tout le temps de prendre le bon côté des choses, malgré la fatalité de la vie parfois. L'héritage, il est surtout là. Et l'héritage le plus important, c'est mon nom de famille. Puisque mon nom de famille et ce caractère-là, je l'ai de lui. Et voilà comment on en arrive à écrire des livres, à participer à un livre sur le patrimoine de la mine. Et en fait, aujourd'hui, à s'intéresser particulièrement, sans vouloir rester dans le passé.
Je veux pas rester bloquée dans le passé, mais quand même vouloir transmettre la mémoire. C'est vrai qu'on a besoin, on a des manques. Moi, je trouve toujours en plus que, par exemple, même nos parents, c'est ce que je disais à mon cher papa qui est parti il y a pas très longtemps. Et quelque part, je disais, mais finalement, je te connais très mal. Parce que on connaît en fait nos parents, mais on les connaît comme parents et on les connaît pas comme finalement comme hommes ou comme femmes. On connaît pas finalement leur intimité, parce que finalement quand on est parent, on est plus finalement dans un rôle à jouer avec nos enfants. On est d'une certaine manière, il faut être comme ci, il faut être comme ça, même si on est quand même il peut y avoir quand même une proximité. Je trouve que, en tout cas, en ce qui me concerne et avec d'autres qui m'ont aussi partagé ça, c'est que finalement, en fait, on les connaît mal. Et peut-être que, et là, aujourd'hui, mon regret de me dire, c'est, moi, j'aimerais pouvoir lire, en fait, le livre, de la vie de mon père, en fait, tel qu'il a été, c'est-à-dire l'homme avec ce qu'il a vécu, c'est-à-dire ses blessures, ses souffrances, ses joies, aussi le voir un peu le regard qu'il avait aussi sur nous, ses enfants, parce que finalement c'est bien sûr pas le même. En plus, si les personnes sont pudiques, comme mon père l'était, en tout cas, je sais très bien qu'il allait pas s'épancher, me dire se perdre dans les compliments, par exemple. Pas en direct, mais justement là, je suis en train de terminer un livre avec une dame qui a eu 88 ans, qui s'appelle Valérie, et qui m'a raconté son histoire et qui m'a expliqué sa vie, ce qu'elle n'a jamais dit à ses enfants. Et d'ailleurs, j'ai même enregistré sa voix et j'ai mis sur une clé USB qui est dans le livre, parce qu'en fait, je pense que la voix, c'est aussi très important d'entendre la voix de quelqu'un. Je trouve que c'est waouh, la voix ou même la vidéo, c'est dingue. En tout cas, moi, c'est la voix, mon truc. C'est pour ça que je fais la radio. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dame, elle m'a raconté des choses qu'elle n'avait jamais racontées à ses filles, et on a fait des connexions entre la vie de ses enfants et de ses petits-enfants et elle, et sa propre existence, qui était hallucinant. Et donc, je ne spoil pas non plus, puisque le livre n'est pas encore sorti. Alors Valérie, toi qui aussi, on doit te raconter des choses, j'imagine, par rapport à ton activité, puisque c'est quand même aussi, c'est pareil, on te confie des objets qui sont forcément des jalons, ou en tout cas des choses très symboliques qui sont le reflet de souvenirs précieuses. Comment ça se passe ? Est-ce que les personnes finalement dévoilent des choses qui ne sont pas dévoilées auprès des familles souvent? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on... Il se passe plein de choses justement. Tu fais bien de parler du récit. Le récit avant la construction de l'œuvre est très important. C'est pour ça que dans mon projet, il y a vraiment se poser, s'installer, boire un café et se parler. Et au fur et à mesure, l'histoire, elle se construit. Et c'est étonnant comme quelqu'un qui peut être timide ou introverti peut me raconter des choses un peu personnelles qui vont se dévoiler, parce qu'au départ, c'est un peu, intime de raconter ces histoires un peu, peut-être avec des moments difficiles, mais que j'essaye de rendre joyeux justement jusqu'à la création de l'œuvre. Mais on peut dévoiler des choses très intimes en se parlant et en dévoilant des choses que nous-mêmes on peut pas imaginer en fait, mais ça ressort au travers du récit. Et ensuite, quand on me donne les souvenirs dans une valise et que je les découvre, eh bien justement, ça va encore plus se découvrir, parce que mine de rien, les personnes qui mettent dans la valise leurs souvenirs, ils vont faire une sorte de tri de mémoire. C'est le choix d'objets. Le choix d'objets. Et pourquoi cet objet-là ? Un truc de dingue, le choix des objets, ça me touche. Ça lance le discours. C'est pourquoi cet objet a été choisi ? Et on repart. Qu'est-ce qu'il représente ? C'est ça. On se reparle sur quel objet, qu'est-ce qu'il veut dire, il date de quand, et on refait cette période de la vie. J'ai fait plusieurs œuvres, dont le premier qui était l'histoire de Maurice, qui était dessinateur pour les soirées de Lyon, qui était un Croix-Russien. C'est sa fille qui m'a permis de faire une création d'œuvre pour son papa en fait. Donc sa mémoire, comment cette petite partie de vie pouvait, dans une œuvre, lui parler et évoquer pour elle ses souvenirs et de l'émotion pure. C'est-à-dire que quand le tableau est offert, à un moment donné, il y a les poils qui s'hérissent et les larmes qui coulent. Et là, mais c'est des larmes de bonheur de retrouver une partie de vie de quelqu'un en image, en fait, comme dans un récit pour toi. Non, puis alors il y a tout. Ça me fait penser aux tableaux. Comment on appelle ça, les tableaux où on va coller en fait des mots, des. Pas de choix, je sais pas. Les vision boards, c'est ça ?
Les tableaux de vision, enfin voilà, c'est ça. Les dream boards même. C'est là où tu mets toutes tes projections, tu fais des collages en fait. C'est vraiment soit un patchwork avec des images, c'est quelque chose qui nous inspire. Voilà. Donc finalement, en fait, c'est un dream board. Putain, j'ai pas de mémoire. Dream board. Tu peux me le dire 3 fois. Un dream board. C'est un dream board en fait de finalement, mais plus finalement en lien pas symbolique, mais en tout cas avec du vécu. Oui, c'est-à-dire qu'avec ces objets, il faut aussi raconter une histoire. C'est pas que les poser à un moment donné sur quelque chose, ou comme un livre, quoi, tu poses des chapitres. Il y a un fil rouge, d'ailleurs, c'est aussi l'idée de dérouler son fil rouge avec une vie chaotique ou plutôt sympathique. Comment trouver un lien avec tout ça? Et l'œuvre se dessine tout doucement. Caroline, tu voulais intervenir? Oui, si je reprends Laura, le dream board, c'est on fait soi-même son œuvre. Là, il y a quelqu'un qui a choisi des objets importants dans sa vie et elle confie l'interprétation à quelqu'un d'autre. C'est encore autre chose. Déjà, c'est vrai qu'il y a forcément un cheminement. Déjà, comme tu disais tout à l'heure, Caroline, c'est-à-dire quel est le pourquoi choisir cet objet. Et après, il y a quand même un engagement finalement. Ça me fait penser un peu aussi quand on écrit, c'est-à-dire tant que ça reste dans la tête, bon, on s'engage pas trop. Et dès qu'on commence à écrire, finalement, en fait, il y a des choses qui ont fait exister les choses par l'écriture. Et même parfois, on se rend compte que ce qu'on pensait, si on les écrit, on se dit mais non. Moi, ça m'est arrivé de se dire mais c'est pas du tout cohérent ce que j'écris là. Non, c'est pas la réalité. C'est-à-dire d'écrire permet aussi de donner corps à une réalité, d'y voir plus clair. Ouais. Et d'ailleurs, tout ce que l'on dit là, et justement, je rebondis parce qu'il y a un livre de Olivia Ruiz qui a écrit La commode au tiroir de couleurs, qui reprend exactement ça. Sa grand-mère, son abuela, lui transmet une commode de couleurs et a toute son histoire dedans. Et elle imagine pas tout ce qu'il y a dans cette commode. Et elle est hallucinante, cette histoire. Et vu qu'on parle d'art et de culture, je vous recommande de le lire parce que c'est tout à fait ça. Dans cette commode, il y a toute son histoire, tout son passé et toutes les raisons pour lesquelles elle est là où elle est. Très bien. Donc les objets sont vraiment porteurs de messages, porteurs de vie, il y a beaucoup de choses dans ces objets. En tout cas, dans les témoignages de vous deux, voilà, on parle que de transmission positive, mais il y a des héritages qui encombrent. Oui. Et ça, faut pas l'oublier, nous aussi. Alors, on va écouter Angèle qui parle justement d'objets. C'est pas tout à fait la même chose, mais on peut faire le parallèle. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et merci d'être toujours là, de nous suivre. Nous, on est toujours là, on n'a pas bougé. On parle de manière passionnée. On parle autour d'un sujet qui touche tout le monde et qui nous touche aussi aujourd'hui de plein cœur. Je sais plus trop comment dire les choses, mais en tout cas, la vieillesse, on peut en parler. Il y a beaucoup de choses à dire. Des choses, effectivement, on a parlé de transmission, on a parlé d'éclairage, de mise en lumière, des rythmes qui ne sont pas forcément des rythmes de tristesse aussi. Alors, on a évoqué aussi de transmission avec l'héritage, en fait, qu'on pouvait avoir aussi. Ça pouvait être un héritage génétique, ça peut être aussi un héritage sentimental à travers des objets, à travers des qualités qu'on peut avoir, à travers des expériences. Il y a effectivement aussi, il y a des bonnes choses et des moins belles choses qu'on peut aussi peut-être transformer, qu'on nous donne. Aujourd'hui, on a aussi la possibilité de les transformer, mais c'est quand même toujours un voyage. Qu'est-ce que tu pourrais dire ça, Caroline, psychanalyste? Un voyage, oui, mais un voyage qui porte en lui une certaine forme de répétition. C'est-à-dire que de génération en génération, ou même dans une même famille, on n'a pas que l'héritage d'une seule personne, on a un héritage de ce qu'on appelle la constellation familiale. Et donc c'est à nous de nouer tout ça à notre façon pour être, je dirais, confortable dans l'histoire de la famille et y prendre certaines identifications, y prendre certaines choses qui nous plaisent. Et en tout cas, dans la répétition, chacun noue ce qu'il peut dans l'histoire. Enfin, les répétitions aussi, elles sont là pour peut-être aussi nous
mieux nous montrer peut-être certains blocages ou parce qu'il me semble que quand on arrive à transformer les choses, la répétition est quand même ne se fait plus ou. Alors oui, sans doute. Justement, je rebondis parce que je voulais. On en a parlé hors antenne, mais c'est vrai que dans l'histoire des uns et des autres, quand on les raconte, les gens quand ils me racontent leur histoire, ou moi-même quand je vous raconte l'histoire de mon grand-père, ils me racontent plutôt le positif. Je disais que les membres de ma famille, nous, tous les petits enfants, on voit mon grand-père de la même manière, et tous ces enfants voient leur père d'une autre manière. Unanime, qui n'est pas la même que nous. Donc, bien sûr qu'on connaît l'histoire de notre grand-père, de son père à lui, de sa mère, de comment se sont passées les choses en Italie, etc. Et que c'est important pour nous de comprendre d'où vient peut-être un excès de colère, d'où vient des fois un énervement, une impatience, etc. Parce que c'est important de comprendre d'où ça vient. Et je suis tout à fait d'accord. Alors là, la constellation familiale, je suis en plein dedans. C'est effectivement de comprendre d'où l'on vient pour savoir où on va. Et c'est vrai qu'il y a des choses négatives que les gens ne nous racontent pas spontanément, qui finalement, comme le fil rouge de ta valise, Valérie, une fois qu'on a tiré sur la pelote, tout arrive. Mais ça permet aussi d'être conscient de ce mimétisme familial qui peut être reproduit, soit négativement, soit positivement, et peut-être s'auto-analyser, si je peux me permettre, et de dire qu'est-ce que je pourrais éviter qu'il se reproduise plus tard. Et qu'est-ce qui est pas bien en fait, ou qu'est-ce qui peut se produire de bien dans mon histoire. Alors après, est-ce que aussi ce n'est pas une manière aussi de voir les choses, c'est-à-dire quand on hérite de belles choses, de peut-être de choses plus difficiles à vivre, qu'on peut appeler, ça peut être des blessures, ça peut être des freins, mais c'est aussi à certains moments, ça peut être aussi des jalons qui vont nous permettre aussi de réfléchir et de vivre certains chemins, certains parcours. Donc, on peut le vivre aussi, on peut le voir aussi avec de la lumière. La question est, quels faits ont eu quels effets ? Et c'est en ça que la psychanalyse est importante, parce qu'il y a à la fois le discours conscient, et il y a que la psychanalyse qui s'adresse à l'inconscient, d'où l'auto-analyse. Bon, Freud l'a fait, mais on n'est pas Freud. Donc, mais effectivement, il y a cette partie consciente, et surtout aller chercher dans l'inconscient quels faits ont eu quels effets. Et je pense que l'enjeu, c'est de devenir acteur et actrice de sa propre vie. Et je pense que ça prend une vie, quoi. Ça prend une vie, c'est ça. Ouais. Il y a peut-être des années. Ouais, c'est aussi des belles rencontres qui font aussi se corriger, voilà, et qui fait qu'aujourd'hui on porte un regard un peu différent sur nous-mêmes, sur les autres. Les bonnes rencontres, comme dit. Bon, on arrive bientôt au terme de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, en conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Vieillir, c'est vivre. Pardon ? Vieillir, c'est vivre. Vieillir, c'est vivre. Moi, je dirais la nostalgie positive. Moi, je dirais qu'il y a autant de façons de vieillir qu'il y a de sujets. Une personne, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Regardez, un sportif de haut niveau, il peut être vieux à 30 ans dans son métier. Et il y a d'autres gens, par exemple, une profession libérale, il peut ne même pas passer par la case retraite et continuer. Donc peut-être que lui, il reste jeune avec ça. C'est sûr que la vieillesse est quand même très relative. Même on voit, même avant, quand à l'époque où on vivait jusqu'à une quarantaine d'années, où l'espérance de vie était vraiment très réduite, finalement, tout se faisait en 40 ans. Et quand on parlait du mariage, ils restaient mariés 10 ans. Bon, ils pouvaient rester fidèles toute leur vie, voilà. Bon, vous voyez, non, mais c'est vrai, il y a aussi beaucoup de relativité, finalement, dans ce temps, quoi. Ouais, mais c'est surtout se dire, en réalité, c'est qu'il est jamais trop tard, je pense, pour faire quoi que ce soit. Il faut le faire tant qu'on est encore là, et que il n'y a pas vraiment d'obstacle, si ce n'est que notre temps est compté, qu'on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. C'est ça qui est magique, en fait, et que on peut ça peut s'arrêter même avant d'être vieux, en fait. Et je vais prendre les petits mots de c'est ce que j'avais écrit comme titre quand j'avais interviewé Photilde. C'est la flamboyante vieillesse, parce que c'est les paroles de Zazie qui dit à son cœur, t'es flambant vieux, parce que t'as déjà servi, mais t'es flambant vieux.
Et j'ai trouvé que ça, flamboyante vieillesse, c'est tout à fait ça. Parce qu'en vieillissant, en fait, effectivement, on continue de vivre et on a encore des moyens de s'améliorer. On a encore le moyen de faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'alors. Et je trouve ça beau, en fait. C'est plutôt de l'espoir, en fait, de vieillir. Ah, on t'entend pas, Caroline. Je sais pas si c'est faire mieux, mais en tout cas, ça peut être faire autrement. Faire autrement. En tout cas, on peut transformer. C'est aussi ce qu'on peut retenir, c'est qu'on peut finalement transformer ce qu'on a vécu, transformer, transmettre, transformer notre regard aussi. On n'est jamais trop vieux pour se réinventer. Oh, c'est joli ça. Alors on va rester sur cette très belle conclusion de Fauthild. Je vous remercie vraiment à vous d'avoir participé à cette émission que j'ai trouvée très vivante et j'ai envie forcément de reciter la citation d'Agnès Varda: il n'y a qu'un seul âge, vivante. Et ça aussi c'est une très belle citation empruntée aussi à Fauthild. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et également, nous sommes présents sur l'épicerie culturelle est présent aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt, je vous dis à dans 15 jours. Je vois Laura. Non, merci. C'était trop bien et on aurait envie d'en parler encore pendant des heures. Donc merci pour ton invitation. Merci. Bon, alors, ces belles personnes. On reviendra quand on sera vieux. Voilà. Merci à vous et très bonne journée à tous. À très bientôt.